régionaux, qu'est-ce qui dans le fond et sur la forme a réellement changé depuis leur mise sur pied? Tentative de réponse ce matin dans le cadre du grand débat édition de ce jour sur les antennes de Cam10 Télévision, la plus républicaine des télévisions, qui s'ouvre à vous ce matin avec pour invité sur le panel Monsieur Banda Kani, qui nous vient de Douala, qui est président national du NMP. Bonjour et bienvenue. Bonjour mon cher ami, bonjour à tous les spectateurs de votre grande tribune, à tous vos techniciens. Une fois de plus, je me suis senti honoré quand vous avez pensé à inviter ma modeste personne sur votre prestigieux plateau. On vous dit merci d'avoir fait le déplacement de Douala pour la capitale politique Yaoundé afin de répondre présent à ce grand rendez-vous du décryptage et de l'analyse de l'information grandeur nature sur les antennes de Cam10 Télévision. Ils viendront également avec nous ce matin dans le cadre de cette émission. Ils seront présents. Il s'agit naturellement du professeur Claude Abbé, professeur des universités, par ailleurs sociologue. Il sera avec nous dans quelques minutes seulement. On aurait également sur ce plateau la présence de Madame Bissot, femme politique de l'UNDP. Elle sera avec nous ce matin dans le cadre de cet échange sur les antennes de Cam10 Télévision. Émile Messi, communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, sera également de la partie. Mais avant de les recevoir sur ce plateau, allons rapidement du côté de la régie marquer cet arrêt pour prendre le round-up de l'actualité. L'actualité telle que traitée par la rédaction centrale de Cam10 Télévision. Ce round-up porte l'estampille, la signature mature, l'empreinte vocale, la griffe de Roland Dentil. Que de la disponibilité et de la formation, le métier d'infirmier nécessite beaucoup d'amour, de dévotion et même de sacrifice, car ces derniers sont tous les jours face à de nombreux défis qui les exposent à de nombreux risques. C'est donc chaque année, à l'occasion de la journée de l'infirmier, le moment de valoriser ces personnels de santé qui mettent leur vie de côté pour en sauver d'autres et également améliorer leurs conditions de travail. Après plus de 30 jours de jeûne, les fidèles musulmans ont pu se livrer aux réjouissances jeudi 13 mai dernier. Au menu, la grande prière du jour J, avec comme appel le renforcement de la foi pour qu'Allah veille sur le Cameroun, mais aussi le soutien des populations au gouvernement qui tente de lutter efficacement à la fois contre la crise dans les régions anglophones et le coronavirus. Distanciation, masque de protection étaient aussi au rendez-vous chez les chrétiens qui célébraient toujours ce 13 mai, communément avec les fidèles musulmans, la fête de l'Ascension. Les différentes homélies étaient donc naturellement basées sur la pandémie actuelle qui sème la mort. Il a été conseillé aux fidèles de la combattre avec le sang de Jésus. Rappelons que l'Ascension est un prolongement de la fête de Pâques, laquelle traduit la victoire du Fils de Dieu sur le péché et la mort, et est célébrée dans l'Église catholique romaine le 40e jour après la Pâque. Pour beaucoup, c'est un signe que les deux événements se soient produits le même jour. Et ce qui est sûr, c'est que cette journée du 13 mai 2021 marquera à jamais les esprits. Des célébrations, il y en a eu cette semaine. Le 11 mai dernier a marqué également la commémoration de la disparition de Robert Nesta Marley, dit Bob Marley. Star du reggae et prophète Rasta, Bob reste une des principales icônes du monde contemporain. Il a réussi à transformer un style issu de la musique populaire jamaïcaine en un mouvement majeur. Disparu prématurément en 1980, l'artiste demeure à jamais dans les consciences. C'était là, chers téléspectateurs, l'essentiel des faits qui ont marqué cette semaine mouvementée, une semaine qui rentre en gare avec, aux commandes, Joël Sidney Wende et les panélistes du grand débat. Bon débat et merveilleux dimanche. Merci à Roland Dentil pour sa signature mature du round-up de l'actualité nationale et même internationale telle que traitée par la rédaction
centrale de Cam10 Télévision. Dans le reste de l'actualité, il faut rappeler que sur 35 propositions, en ce qui concerne le choix de la mascotte, relativement à ce qui concerne la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, le choix a donc été fait. Je crois qu'en image, vous aurez la mascotte de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Le choix donc était porté sur cette mascotte qui va donc s'appeler Mola. C'est différent de Tara, tel que c'était à la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans dernièrement. Donc Mola est donc la mascotte qui permettra à plusieurs pays de venir vivre en temps réel, de participer à cette autre édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue en terre camerounaise. Il faut également rappeler que l'hymne de la CAN a donc été adopté, c'était hier, du côté du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Vous aurez donc l'actualité relative à cet hymne et à cette mascotte dans nos éditions spécialisées d'information. Également se tient ce jour, ce sera plutôt demain, la grande finale, sinon la demi-finale du concours de Miss Univers. Ce sera demain, lundi. La diffusion sera naturellement, vous permettra d'avoir ces éditions en temps réel dans nos éditions d'information sur Cam10 Télévision. La diffusion de la finale du concours Miss Univers. Il faut rappeler que notre Miss Cameroun participe à ce concours de Miss Univers. Il s'agit d'Angèle Kosinda qui représente valablement les couleurs du Cameroun et de toute l'Afrique. Un mot peut-être, Bandakani, sur ce concours de Miss Univers bien représenté par notre Miss Cameroun. Ben, bon, comme tout canal, comme toute vitrine, comme toute plateforme qui peut visibiliser notre pays à tout point de vue, le concours Miss Univers, n'est-ce pas, offre une occasion de vendre l'image du Cameroun à travers la beauté et le charisme de notre championne. En espérant qu'on va éviter les erreurs et les médiocrités des autres du passé. Donc on ne peut qu'encourager ça, parce qu'il faut utiliser tous les moyens, il faut utiliser tous les espaces que la vie mondiale nous donne pour valoriser l'image du Cameroun. C'est en ce sens-là que le concours Miss Univers peut être intéressant pour nous. Parce que s'il fallait seulement regarder ce qui se passe dans notre pays en la matière, vous pouvez comprendre que beaucoup de gens ne s'y intéressent plus. Mais bon, il faut aimer son pays, il faut faire confiance à la jeunesse au-delà des dysfonctionnements. C'est pour ça que nous, en tant qu'hommes politiques, nous avons quand même un regard sur ce type d'événement. Alors, on parle également de la mascotte de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. On va le dire ainsi, le choix de la mascotte et le choix de l'hymne de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 a donc été porté. C'était hier du côté du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Nos reporters étaient sur place de ce côté, ici même dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. Je pense qu'avec le concours de la régie, on va prendre cet élément qui porte la signature de David Zo. C'est cette chanson, Africa Smile, qui a été retenue comme l'hymne officiel de la Coupe d'Afrique des Nations Total Cameroun 2021 par le jury du concours artistique national pour la sélection de l'hymne officiel de la CAN à 24 équipes que le Cameroun s'apprête à organiser en janvier et février prochain. Un choix opéré à partir d'un certain nombre de critères, mais aussi grâce au vote populaire. Les hymnes ont été choisis sur la qualité du travail artistique, sur la représentativité de l'engagement vis-à-vis du football, vis-à-vis des peuples africains, en joie en fait, galvanisés pour porter le vivre ensemble de l'Afrique et la joie de vivre africain. Pour les compositeurs de cette chanson, c'est le fruit d'un travail méticuleux, rigoureux et surtout respectueux des consignes du jury. Et lui,
C'est Mola, la mascotte de la 33e Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera du 9 janvier au 6 février 2022 en terre camerounaise. L'œuvre anonymée Z a obtenu 22 points sur 40, devançant celle anonymée Y et X. La mascotte de la première Coupe d'Afrique des Nations à 24 équipes que le Cameroun organisera en janvier et février prochain est l'œuvre de Félix Tokwa. Sa sélection repose elle aussi sur bien des critères. 8 critères au total d'adaptabilité, la fonctionnalité, la plasticité, le message, c'est très important le message, l'esthétique, la forme, et puis effectivement toute l'atmosphère, la capacité à ce que le projet soit mascotisable, comme je l'ai dit. À mon avis, c'était les critères les plus déterminants. L'hymne et la mascotte de la Coupe d'Afrique des Nations Total Cameroun 2021 ont été choisis au cours d'une grande cérémonie de dévoilement des meilleures œuvres issues des concours artistiques nationaux au Palais Polyvalent des Sports, présidé par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, en présence des membres du gouvernement, des sportifs et surtout des anciennes gloires du football et anciens lions indomptables venus apporter leur soutien à la jeune génération. Nous sommes conscients de la difficulté. C'est à nous de les préparer physiquement, techniquement, mentalement à être à la hauteur de l'événement. Africa Smile, l'hymne de la CAN, et Mola, la mascotte, seront soumis à l'appréciation de la Confédération africaine de football pour de probables amendements, mais surtout pour approbation. Retour sur le plateau du Grand Débat, invité à cette émission avec nous ce matin dans le cadre de cette émission, M. Banakani, président du NMP. Quelle est la portée d'une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations pour le Cameroun, le fait de l'organiser? Une très grande portée. Elle permet de projeter la nation dans l'arène mondiale. Elle permet que la nation soit au centre de la vie mondiale par le biais du football, dont l'importance en termes de leadership sur les sports n'est plus à démontrer. Donc c'est une formidable occasion, une fois de plus, je vais me répéter, tout à l'heure je l'ai dit lors de la convocation de l'élément sur Miss Univers, c'est une formidable occasion de vendre notre pays, de présenter une image excellente de notre pays. Vous savez qu'un pays comme le Cameroun, pour diverses raisons, fait face à des campagnes de dénigrement, subjectif ou objectif. La Coupe des Nations offre une occasion idoine de corriger cette image, de montrer que le Cameroun, ce n'est pas ce que nos détracteurs veulent faire croire. C'est de montrer que le Cameroun, c'est un lieu d'excellence. C'est un endroit qui peut récapituler le monde, hein, qui peut, comment on dit ça, résumer le monde. C'est l'Afrique en miniature, mais il peut être le monde en miniature par la qualité de ses infrastructures sportives. Et là, le pays a gagné d'excellents points. À ce niveau-là, je pense que le débat est maintenant clos, à ce niveau, mais en qualité, au niveau des prestations, du génie culturel et artistique du pays. Et à ce niveau, le Cameroun est très riche. L'un des pays les plus riches du monde en matière d'atouts culturels et artistiques. Il faut qu'on soit en mesure de vendre ça, de présenter ça au monde. La CAN, c'est une occasion, c'est une plateforme extraordinaire, mondiale, en temps réel, pour réaliser, n'est-ce pas, un tel défi. À un autre niveau, le football aujourd'hui, c'est un outil diplomatique. On ne te cache plus ça. Et là, maintenant, il revient aux autorités publiques, aux autorités politiques, de savoir faire de cet événement un gain diplomatique pour le pays. On en a besoin. Donc, pour toutes ces raisons-là, n'est-ce pas, au-delà, en plus de la fête populaire dans le pays, ça, on peut dire que c'est un moment de communion nationale qui peut abaisser les tensions. Vous voyez qu'il y a plusieurs raisons de fédérer tout le pays autour de l'événement, d'élargir la base sociale de l'événement, que ça ne soit pas seulement une affaire des bureaucrates, que ce ne soit pas seulement l'affaire des fonctionnaires, mais qu'on associe le maximum de personnes, n'est-ce pas, à cette grande fête qui est à l'honneur de notre pays. Vous savez que ça n'a pas été facile, hein. Vous connaissez tout ce qui s'est passé pour que cette compétition soit maintenue dans notre pays. Il y avait une partie de l'opinion et même des acteurs politiques qui voulaient en faire une affaire politicienne.
Vous comprenez? Et qui estimait que le retrait de cette compétition démontrait, dans une certaine mesure, l'échec du gouvernement. Donc il y a eu beaucoup d'enjeux. Donc on l'a gagné de haute lutte, que ce soit l'occasion de consolider l'unité nationale, mais en même temps, comme je l'ai dit, de magnifier la performance, un certain niveau d'efficience dans notre pays. Et là, je crois que ce qu'on vient de voir, l'hymne qui est prête, la mascotte, ce sont des signes très encourageants. D'accord. Alors, entrons dans le vif du sujet de ce jour. Nous parlons ce matin de décentralisation, les 100 premiers jours des conseils régionaux à la tête des exécutifs des conseils régionaux, à la tête des conseils régionaux au Cameroun. On parle des 100 premiers jours. Quelle idée, la première question, je vous la pose ainsi, quelle idée faites-vous de la situation des conseils régionaux au Cameroun? Est-ce que vous avez le sentiment, on va le dire ainsi, que la décentralisation a été véritablement préparée? Est-ce que vous avez le sentiment que les choses avancent? Il faut réaffirmer un ensemble de principes. Le NMP est un partisan, j'allais dire passionné, de la décentralisation. Vous savez que dans notre pays, il y a d'autres options. Vous avez, il y en a qui nous vendent ce que nous on qualifie d'aventurisme fédéraliste. Il y en a qui nous vendent un régionalisme très poussé. Et il y en a même qui sont pour la centralisation, qu'il ne faut pas bouger. Ils sont là. Donc face à toutes ces options, nous avons salué la dynamique de la décentralisation telle qu'elle a été définie par le chef de l'État. Parce qu'elle permet de concilier l'exigence d'unité nationale. Parce que c'est quand même un pays très complexe, le Cameroun. Les gens en parlent souvent sans trop mesurer la gravité de la complexité de notre pays en termes nationalitaires, en termes linguistiques, à tout point de vue, c'est un pays complexe. En même temps, il fallait préserver l'unité nationale. Mais en même temps, il fallait en finir avec la centralisation qui avait montré ses limites. Donc l'enjeu, il y avait là un double enjeu, engager une grande réforme de l'État qui avait l'avantage de marginaliser, comment on dit ça, de marginaliser les sympathies plus ou moins passionnées que gagnaient les partisans du fédéralisme dans notre pays. En même temps, donner à l'État un plus en matière de performance pour élever le standard du niveau de vie des populations. Parce que rappelez-vous, dans son discours fondateur, je crois en 2004 ou 2003, le chef d'État lui-même reconnaît que l'État central a échoué à assurer un développement à la base. C'est le président qui le dit. Je ne sais pas s'il y a voie plus autorisée pour faire un tel constat. À partir du moment où le constat est fait au niveau présidentiel, on s'attend à ce que la dynamique, en dehors des affaires administratives, des trucs techniques, on veut voir concrètement comment la décentralisation change la vie des gens à la base. Et c'est ça le problème. Mais qu'est-ce qu'on voit? D'abord, il y a une attaque, moi j'appelle ça une attaque, venant du gouvernement contre la décentralisation. Une attaque violente, hein, qui a un impact sur la confiance même entre les populations et le projet gouvernemental. Vous ne pouvez pas voter une loi où il est établi que 15% doit revenir aux collectivités territoriales décentralisées, et vous allez voter une loi de finances où vous violez cette loi sans état d'âme. Même si les formes légales sont mises là. Mais il ne faut pas jouer comme ça. C'est une attaque contre la décentralisation. C'est-à-dire que les collectivités territoriales s'attendent à recevoir près de 900 milliards en termes de budget. Je dis bien près parce qu'on a peut-être 875 milliards cette année, mais elles sont à moins de 300 milliards, près de 235 milliards. Et quand vous demandez pourquoi, la raison c'est que non, les CTD n'ont pas encore les capacités techniques de gérer de tels budgets. Mais c'est très grave, M. Wende. Puisque vous vous demandez, mais pendant les 20 ans où il était question de mettre en place ce processus, on nous a dit, soyez patients. Ça demande, il y a des enjeux techniques. Ça demande de l'argent. Il faut être patient, il faut écrire des tests. Il faut donner le temps à l'État d'élaborer les tests. On l'a fait pendant 20 ans. L'État a engagé près de 700 milliards dans la préparation, dans la maîtrise du transfert des compétences, dans l'écriture des tests, tout ce que vous voulez. Mais on est surpris aujourd'hui que, n'est-ce pas, alors qu'il faut entrer dans l'application directement, la loi a été votée, hein,
Alors, on nous dit que la mairie ne peut pas gérer ça. Mais ça me fait rire. Les mairies fonctionnent dans ce pays depuis combien d'années? Mais ici, on nous dit aujourd'hui que les mairies et les régions ne sont pas prêts pour digérer le transfert de compétences et de ressources. L'État lui-même est en train de dire que pendant 20 ans, les 700 millions ont servi à dépanner les amis dans les réunions de pilotage et tout ce que vous voulez. Donc, il y a un problème. Donc, cette attaque-là, moi j'appelle ça attaque du gouvernement contre cette dynamique de décentralisation nous pose problème. Est-ce qu'au niveau central à Yaoundé, il y a des groupes et des lobbies qui ne veulent pas entendre parler de cette affaire et qui freinent des quatre fers pour que ça ne bouge pas? Est-ce que c'est le Covid? Et à ce niveau, il y a un problème, parce que si c'est le Covid, nous avons vu que le chef de l'État, du haut de son autorité, a diligenté un ensemble de procédures sur la base des soupçons de détournement de près de 300 milliards liés au Covid. Donc vous voyez que si tout ça est vrai, et tout montre que c'est vrai, parce que le chef de l'État peut se lever comme ça un matin et déclencher des procédures. Si tout ça est vrai, mais ça veut dire qu'on nous vend du vent, on nous raconte du n'importe quoi. La raison qu'on a mis en avant pour pensionner l'argent légal qui devait être attribué aux collectivités territoriales décentralisées. Moi qui vous parle là, moi je n'ai pas de lui. Hein. On peut dire que je suis intéressé, que j'ai une mairie à gérer. Non. C'est que nous avons travaillé pendant des années pour cette affaire. Nous croyons en notre pays, nous croyons que cette option-là était la bonne option, c'est une bonne démarche, mais on est gêné. Nous nous posons des questions de voir que, mais comment des dynamiques de blocage, de freinage peuvent venir du cœur de l'État. Donner l'argent des mairies aux mairies, donner l'argent des régions aux régions. Rien ne justifie cette affaire-là. Vraiment rien. Je répète, c'est une attaque. Le gouvernement est en train d'attaquer la décentralisation. Le gouvernement attaque, c'est comme une bombe. C'est comme si on bombardait la décentralisation. Donc, on ne comprend pas cette affaire. Donc à ce niveau-là, vous voyez que moi je ne vais pas me centrer sur les 100 jours des exécutifs régionaux, parce qu'ils sont même encore en train de s'installer. Hein. Il y en a qui n'ont même pas encore de bureau. Vous savez ça? Il y en a qui n'ont même pas de bureau. Donc, commencer à les critiquer, à analyser leur action, c'est un peu aller vite. Mais l'état de la situation est clair. En plus, cette affaire que je vais dénoncer, vous observez que dans les mairies, il y a des guéguerres entre les exécutifs élus et l'autorité de tutelle. Le problème, vous avez à Douala, vous avez à Pendja, vous avez dans le monde, même si dans le centre, vous voyez des chefs traditionnels en guerre pratiquement contre des autorités administratives, parce que ce soit d'un côté ou de l'autre, chacun interprète à sa manière. Vous avez des autorités administratives qui n'ont pas encore pris la mesure de la dynamique même que l'État a engagée, vous comprenez? Vous avez de l'autre côté des élus qui ne comprennent pas la nécessité de coordonner la légitimité démocratique et une certaine expertise, n'est-ce pas, liée aux compétences administratives. Vous voyez que cet équilibre-là, quand ils ne sont pas maîtrisés, ça peut plomber la dynamique. Vous comprenez? Parce que la décentralisation, ce n'est pas une guerre entre les autorités administratives et les élus locaux. C'est un moyen, une technique pour rendre plus efficiente, n'est-ce pas, l'action de l'État. Je voudrais rappeler que les CDT, les CTD, là, sont des démembrements de l'État. Il faut rappeler ça. Donc, il y a un travail d'harmonie, il y a un travail de coordination, n'est-ce pas? Et il y a un travail de, j'appelle ça quoi? Un certain niveau de maturité qui doit être au cœur des différentes actions. Mais pour l'instant, on n'observe pas ça. Donc, pour me résumer, on peut dire que la loi a été votée, c'est une très bonne chose. Le cap est fixé, mais les professionnels de la centralisation, qui pendant près de 60 ans, se sont habitués à dépenser l'argent, à consommer par la centralisation des budgets à Yaoundé. Ouais, on disait même budget de consommation, hein. C'est ce qu'on disait, budget de consommation. Donc on consomme même sans savoir, on consomme pour consommer. Ces gens-là, on se demande s'ils ont compris, ou bien s'ils ont la capacité, avec le respect qu'on leur doit, de se mettre au rythme de la réforme que le président a engagée. Pour l'instant, ça traîne, ça bloque et ça nous inquiète. D'accord. Alors, on va avancer dans le débat. Finalement, nous a rejoint sur ce plateau du grand débat Madame Bissot de l'UNDP. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Joël. Bonjour. Vous accusez un grand retard. Un très grand retard du fait que je ne vis pas dans la ville. Et j'ai bien voulu malgré tout être là pour honorer de ma présence à cette invitation. D'accord. On vous dit merci d'avoir accepté notre invitation. Dans le pif, carrément, je prends vos impressions. J'ai pris les impressions tout à l'heure de Bandakani sur la question relative à l'implémentation ou alors à la prise, on va le dire ainsi, en service, prise et service et de fonction des conseils régionaux. Mais déjà, quel est le sentiment que vous avez lorsque aujourd'hui on vous dit qu'au Cameroun, la décentralisation est effective avec la mise sur pied des conseils régionaux? Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous avez l'impression qu'on a été préparé pour cette décentralisation ou alors on fait avec? Bon, la décentralisation, en fait, elle est arrivée au Cameroun comme, on peut dire, un cheveu dans la soupe. Pourquoi? Parce que les Camerounais, bien qu'ils le veuillent, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont vraiment pas prêts. Ce qui amène des confrontations entre l'administration et puis les élus, en fait. Nous avons vu tout ce qui se passe. Ces conseillers régionaux, bien qu'ils soient conseillers, certains grands conseillers, nous ne les sentons pas sur le terrain. Nous ne les sentons pas. À mon avis, elle est en train de naître en fait, parce que effective, je ne peux pas dire qu'elle soit déjà effectivement, et qu'elle soit déjà effective, parce que c'est encore difficile. C'est encore difficile. Les élus locaux, ils ont pris la chose, pensant que déjà ça fait plus d'1 an que les maires ont été élus et tout. Ils se disaient tout devrait être revenu à leur niveau, au niveau local, comme nous espérons. Mais jusqu'à présent, ça tarde. On nous a vendu une chèvre et on a gardé la corde. En fait, pour moi, c'est le sentiment que j'ai concernant la décentralisation. Nous nous sommes battus, nous voulons bien, nous essayons tant bien que mal de vivre avec cette décentralisation, mais en matière de conseils régionaux, 100 jours, je pense qu'ils sont en 100 jours inexistants. D'accord. Alors, selon vous, qu'est-ce qui plombe, on va le dire ainsi, qu'est-ce qui plombe ces perspectives de développement au niveau des conseils régionaux? Parce qu'ils ont été installés, oui. Ils devraient prendre service, mais qu'est-ce qui crée le blocage? Qu'est-ce qui gêne? Est-ce qu'on leur a même déjà remis leurs attributs? C'est ça le problème. Il faut d'abord qu'ils sachent que, bon, je suis conseiller régional, voilà mes fonctions, voilà où je peux aller, où je ne peux pas aller, voilà ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. Je pense que tout est encore centralisé au niveau administratif. Et c'est ce qui plombe en fait. C'est ce qui plombe. Moi, je me dis, ils jouent juste le rôle de figurant. On a créé la décentralisation, on a créé les conseils régionaux et c'est juste de nom en fait. Moi, je pense que jusqu'à présent, c'est ça. Parce que nous ne ressentons pas ça au niveau local. Jusqu'à présent, nous ne ressentons pas ça au niveau local. En matière du ministère du développement local, ils sont en train de faire des énormes efforts parce que nous qui on a créé la décentralisation, nous sentons ça en fait. Pourquoi? Parce que bien que l'administration soit toujours là, en train de prendre ses... Parce que le mot final revient toujours à l'administration en fait. Parce que bien que le MINDEVEL essaye de faire à son niveau, le MINAT vient toujours, à chaque fois, il y a ce conflit entre le MINAT, MINDEVEL et tout, et puis ça amène des problèmes, des clashs que nous voyons un peu partout entre les maires, les préfets et les sous-préfets, et puis nous constatons à la fin, jusqu'à présent, que ça prend du temps. Ça prend du temps pour se mettre vraiment en effectivité jusqu'à présent au Cameroun. Ah d'accord. Alors, Bandakani, c'est clair que Madame Bissot évoque un aspect hyper important. D'ailleurs, on en parle même généralement au quartier, parce qu'on a essayé de faire un vox pop on a fait un sondage en vox pop pour avoir l'avis des Camerounais. Peut-être dans nos prochaines éditions, on reviendra sur ce vox pop. Mais ça devient légion, le fait d'attribuer la responsabilité on va le dire ainsi, du blocus qu'il y a dans le parachèvement de la décentralisation au ministère. Généralement, c'est au ministère de l'administration territoriale. Généralement, ce sont les ministères, le MINDEVEL par ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas des textes
qui encadre la répartition des tâches de chacun de manière à ce que cette décentralisation puisse se faire de façon fluide? Je vais vous dire, il faut lire la loi organique, cette loi qui consacre la décentralisation. Je ne sais pas si dans le monde on peut écrire mieux que ça. C'est un chef-d'œuvre en matière d'élaboration gestuelle, c'est un chef-d'œuvre. Quand vous lisez ça, ce matin je lisais encore, je l'ai là. C'est un chef-d'œuvre. Mais on ne va pas répéter la même chose, le problème n'est pas là. Le problème c'est qu'on applique la loi. Est-ce qu'il y a la volonté d'appliquer la loi? Est-ce que les mentalités, les intérêts sont même en accord avec la démarche du président de la République? Parce que tout à l'heure, la dame, dans sa brillante prestation, elle a dit les Camerounais. Je suis d'accord avec elle à 75%, mais ce ne sont pas les Camerounais. Ce ne sont pas les Camerounais qui font la décentralisation. Au premier niveau, ce sont les ministères, c'est l'État central, ce sont les collectivités territoriales décentralisées. Voilà les acteurs, c'est-à-dire au niveau des exécutifs régionaux et communaux. Voilà les acteurs. Donc on peut bien analyser les rôles de chaque acteur et évaluer les responsabilités. Au niveau actuel, les responsabilités n'incombent pas aux exécutifs communaux ou régionaux. Il faut dire la vérité. Le problème, c'est l'État central. Dans le ministère, le ministère là, parce que c'est le seul ministère qui a la responsabilité de faire la promotion, n'est-ce pas, des exécutifs décentralisés. C'est son rôle. Mais dites-moi comment on peut expliquer aux Camerounais le fait qu'on refuse d'appliquer la loi qui donne 15% du budget au CTD. Mais il faut m'expliquer ça. Ne parlons pas en l'air. Comment l'État camerounais n'est pas capable d'affecter 15% de son budget, n'est-ce pas, aux collectivités territoriales décentralisées? Après 20 ans, je dis 20 ans de mise en place de la décentralisation. Je dis 20 ans. 20 ans qui ont consommé près de 700 milliards. C'est beaucoup d'argent. 700 milliards. Les 700 milliards, ça va à quoi? Il y a des gens qui disent que c'était pour acheter les vestes, financer les piloteurs. Vous avez toujours les comités de pilotage. Hein? Bon. Est-ce que ceux qui disent ça ont raison à la fin? Parce que comment après 20 ans, l'État n'est pas capable de donner 15%, d'affecter 15%, n'est-ce pas, aux collectivités territoriales décentralisées? Et quand vous demandez pourquoi, parce que moi je voulais, nous ne sommes pas nous ne sommes pas contre l'État. On n'est pas à ce niveau. Puisque je veux dire que nous, au niveau du NMP, nous avons porté ce processus. Moi, je ne suis pas pour le fédéralisme. Je ne suis pas pour un régionalisme exacerbé dans notre pays. Moi, je crois à la décentralisation. Et nous, au niveau du NMP, nous avons investi des millions de francs pour faire des campagnes de sensibilisation, pour faire des séminaires, des conventions publiques que tout le monde a vues. Ce n'est pas l'État qui a financé ça. Et tout à l'heure, je vous ai dit que moi, je n'ai pas d'élu. Donc, on ne peut pas dire que je roule pour une mairie que je vais gérer. Moi, je suis un Camerounais, un acteur politique, qui voit très bien qu'on ne doit pas s'amuser avec la décentralisation au Cameroun. Sauf si on n'a rien compris de la crise dite anglophone. Sauf si on ne comprend rien par rapport à toutes les menaces qui menacent, je me répète, ce pays. Sauf si le président est entouré de personnes qui lui font la guerre. Je veux qu'on m'explique, M. Wende, pourquoi on ne donne pas les 15% légaux de droit? Ce n'est pas une supplication, c'est la loi qui a dit ça. Pourquoi on ne transfère pas ça aux collectivités territoriales décentralisées? Pourquoi? Et quand vous demandez la raison, je reviens dessus, on vous dit que non. Ces collectivités-là n'ont pas la capacité pour digérer l'argent-là. Mon Dieu. Mais c'est quand même... Sauf à mépriser cette grande réforme de l'État, parce que je peux dire que depuis 60 ans et plus, c'est l'une des plus grandes réformes de l'État au Cameroun, même la plus grande. Parce que, comme je l'ai dit, le constat était clair. L'État central s'est révélé incapable de développer, n'est-ce pas, le pays à la base. C'est le président qui l'a dit, ce n'est pas nous. Et le président, ayant dit ça, a décidé de réformer l'État pour rendre son action plus efficiente, plus efficace, pour que les populations puissent palper l'incidence du budget, n'est-ce pas, sur leur vie quotidienne. C'est ça, l'affaire est c'est pas compliqué. Alors, moi je le dis, moi j'explique ça à ma manière. Peut-être que je me trompe, moi je n'ai pas la science infuse.
Peut-être qu'il y en a là-bas qui connaissent mieux que nous. Mais moi, avec mon regard simple, je dis que c'est parce que pendant longtemps, les gens ont, quand on dit budget au Cameroun, c'est consommation, c'est dépense. Et quand vous dites dépense, c'est détournement, c'est vol de l'argent. Et comme ils étaient habitués à faire ça pendant 60 ans, ils ne comprennent pas que, mais, quand ils voient qu'on va donner 800 milliards aux communes, mais il y en a que ça effraie, ils disent que c'est beaucoup. Alors que c'est moins d'1 milliard. Quand vous le partissez, c'est moins d'1 milliard. Par commune. Par commune. Mais ils trouvent que c'est beaucoup. Ils ne veulent pas que ça bouge. Vous avez des gens qui estiment que la décentralisation, pour que ça soit appliqué ici, il faut d'abord que le président quitte le pouvoir. Oh là là. Et qu'ils soient sûrs que c'est leur réseau qui vont le remplacer. Mais l'affaire peut durer 20 ans. Comment durer 20 ans la mise en place? On peut attendre 20 ans. Hein. On va toujours nous dire que, bah, écoutez, si ce n'est pas le Covid, demain, ça peut être... les raisons ne manquent pas. Alors qu'il y a l'argent. Il y a l'argent. C'est une question de gestion, c'est une question de pertinence en matière d'orientation des dépenses publiques. C'est une question, c'est pas compliqué. Il y a un ministère des Finances, de tout ce que vous voulez là, qu'on nous dit très compétent. Mais moi, je veux comprendre pourquoi l'État n'est pas capable au Cameroun d'enlever 800 milliards de poussières dans son budget, conformément à sa loi, que personne ne l'a obligé de voter et de vanter, n'est-ce pas? Comment l'État est incapable de faire ce petit travail? C'est ça, voilà le problème. Donc, je répète, je dis, il y a des forces qui bloquent ce processus. Il y a des forces au niveau de l'État central qui ne sont pas prêtes, n'est-ce pas, à entrer dans le jeu de la décentralisation. Donc, il y a un travail de pédagogie au niveau de l'État qu'il faut faire pour accélérer, comme le président avait dit. Le président avait dit, il faut accélérer le processus. C'est pour ça qu'on a créé ce ministère-là. Parce qu'avant, le ministère de l'administration territoriale concentrait et l'administration territoriale et la décentralisation. À l'époque, on l'appelait MINAD. MINAD avait dit à la fin. Le président a créé ce ministère, le MINAD, pour accélérer. Vous comprenez? Bon, dites-moi alors, en dehors de la loi qui a été votée, où est l'accélération de manière concrète? C'est où? On accélère les discours, on accélère les réunions. Non, mais où est l'accélération? C'est où? C'est pas sérieux ça. Il faut que les gens donnent l'argent des communes, les 15% là. Donnez ça aux communes, donnez ça aux régions. D'accord. Alors, Madame Bissot, au-delà des 15% relatifs à l'appui à la gouvernance locale, comment devraient fonctionner normalement les conseils régionaux? Sur quelle base ils devraient s'appuyer naturellement pour générer des sous? Ça, c'est mis à part les 15% de l'appui à la gouvernance locale. Bon, ça, c'est les 15%, c'est l'apport de l'État à ces régions, à ces conseils régionaux. Mais chacun, à la base, devrait d'abord être instigateur de ses propres revenus. C'est ça la décentralisation. Ça veut dire que chaque région développe son économie, développe tout ce que ça concerne pour que, à la base, s'il faudrait qu'il y ait un apport de l'État, c'est ça qui se résume dans les 15%. Pourquoi juste attendre les 15% d'abord? Pourquoi rester juste au fait des 15%? C'est juste une mentalité que nous avons jusqu'à nos jours. Essayons de travailler chacun à sa base. Ça veut dire, c'est aussi simple que ça. Ça veut dire que chacun balaye devant sa porte pour que tout le quartier soit propre. Juste ça, c'est juste ce petit. Si on va résumer ça terre à terre, c'est pas des longs discours, c'est pas des séminaires qui vont faire en sorte que cette implémentation soit effective. Oui, vous êtes des conseillers régionaux, vous êtes les représentants de chaque région, mais travaillez à votre niveau et l'État fera ce qu'il faut. Pourquoi attendre d'abord que l'État fasse pour que vous décidez de suivre? Non. Essayez aussi à votre base, essayez de faire. Bon, Monsieur Bandakali disait tout à l'heure que le MINAT, excusez-moi, le MINAT, le MINDEVEL ne travaille pas à la base. Moi, je vais lui dire non, non. Le MINDEVEL a passé d'abord 8 ans pour essayer de faire comprendre à ces élus locaux ce que c'est, à ces populations, ce que c'est
les localités décentralisées. Et ils sont en train de faire des efforts. C'est juste le problème qu'il y a entre ce clash-là, entre ces deux ministères. Ça veut dire, bien que vous soyez une localité décentralisée, vous dépendez d'un État. L'État, c'est l'État camerounais et vous dépendez de tel ministère. C'est juste un problème ministériel. Et ce problème de région, que chacun travaille à sa base. Vous n'allez pas dire, par exemple, nous avons vu, par exemple, ce qui s'est passé dans l'Union et que les Sanaga maritime et puis à Njombe-Pendia, où les maires ont fait des blocus sur des sociétés et consorts. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Oui, vous avez vos droits, mais avant d'avoir vos droits, vous avez vos devoirs. C'est tout simplement ça, M. Wande. D'accord. Alors, il y a un pan dans ce processus de décentralisation qui m'intéresse. Si je vous pose la question, M. Bandakani, on a observé la situation du président du Conseil régional du Nord qui est passé de vie à trépas. Et j'ai bien envie de savoir, en cas de vacances d'un président d'un exécutif régional, que dit la loi? Qu'est-ce qui est programmé? L'exécutif s'est réuni, constate son décès. La loi est claire. Il a un adjoint qui gère les affaires courantes, mais l'exécutif qui est là s'est réuni et vote de fait son remplaçant. Tout simplement. Simplement, c'est pas compliqué. D'accord. C'est pas compliqué. Mais je voulais revenir sur ce qu'a dit la dame. Oui. Une fois de plus, je salue la pertinence de ses propos. Mais, sauf que moi, je ne suis pas d'accord qu'on accuse les gens qu'il ne faut pas accuser. Elle appartient à un parti qui a des mairies. Mais si elle n'a pas les ressources, elle va travailler comment? Si vous n'avez pas de ressources, madame, vous allez travailler comment? L'UNDP, c'est un parti qui a des ressources. Nous cherchons nos ressources. Avant de chercher. Au niveau local. Oui, mais c'est ce qu'ils sont en train de vous dire. Mais ces ressources-là viennent de l'argent central qui vous a été transféré. C'est ce que dit la loi. En principe. Voilà. Mais maintenant, si on bloque, si le transfert là, c'est le papier, et que ça ne se traduit pas par la réalité, vous allez faire comment? Même si vous voulez engager des projets pour coopter l'argent à l'étranger à travers la coopération décentralisée. Si vous voulez mettre en place les groupements économiques comme la loi, je vous ai dit que c'est une très bonne loi. Hein. Elle a prévu des moyens pour que... Il y a des moyens sur le plan légal au niveau des exécutifs pour élargir l'assiette des recettes, n'est-ce pas, des exécutifs locaux. Il y a la loi a prévu ça. Mais de là à rendre ça réel, c'est ça qui est un problème. Vous avez besoin de l'argent pour lancer ces projets-là. Sinon, le peu d'argent qui est là va servir à payer les salaires des maires, n'est-ce pas, à payer le train de vie de la mairie. Et finalement, la population ne va rien voir. Mais c'est ce que nous on est en train de dire. La décentralisation a opéré une rupture avec l'ancien mode de fonctionnement des mairies, qui dépendait alors, qui étaient les garçons de course des préfets, tout ce que vous voulez. Cette loi a rompu avec ça. Vous comprenez? Aujourd'hui, le maire... il est pratiquement, j'allais dire ça, un ordre juridictionnel. Justement. De fait, le maire aujourd'hui, il a des capacités, la loi lui a donné des moyens. Mais, alors que rien ne justifie ça, madame, le problème c'est que rien ne... Si le ministère, si l'État nous avait donné des bonnes raisons pour nous dire que, bon, écoutez, voici les raisons pour lesquelles nous allons baisser, n'est-ce pas, pour cet exercice budgétaire, le montant légal qui vous a affecté. Mais, moi, il serait partant, je vais comprendre ça. Mais quand on demande à l'État pourquoi tu fais ça, il dit que vous n'avez pas les compétences techniques pour gérer. Mais c'est ce qu'on a dit à l'Assemblée nationale, vous le savez. Alors, sauf à vous insulter, sauf à insulter les mairies et les Camerounais, madame, moi je dis, c'est inacceptable. Sauf si, mais l'État ne sait pas ce qu'il fait. Mais qui a voté la loi là? Qui a calculé les 15%? Qui a calculé les 15%? Mais c'est sur la base d'un ensemble d'expertises techniques des services de l'État qu'on a abouti, n'est-ce pas, à cette répartition. On a dit, bon, 15%. Vous croyez que l'État camerounais manque de cet argent pour... Non, ce sont des blocages, madame. Nous devons dénoncer ça. Il faut dénoncer ça. Maintenant, c'est quand l'État a fait sa part que maintenant on va venir, que nous les Camerounais, à la base, on va apprécier l'action des exécutifs. Parce que si vous demandez à un maire, tu ne fous rien, il vous dit, moi, je n'ai pas l'argent. Vous allez dire quoi? Tous les maires, et ça va commencer aujourd'hui, même dans l'ancien mode de fonctionnement, la tutelle bloquait, confisquait même l'argent des communes. Il y avait de la peine à reverser. Il fallait des années pour obtenir
De droit, c'est qu'elle revenait aux communes, parce que l'État confisquait, il y a une année, c'était pratiquement près de 22% des ressources des communes qui étaient confisquées à Yaoundé. Et même plus. On reversait quand on veut. Vous voyez, on a vu les conséquences, je répète encore ça. Les gens sont fâchés à la base. Les gens écoutent certains discours parce que le minimum à la base, en termes de progrès matériel, en termes d'amélioration concrète des conditions de vie des populations, n'est pas garanti. Or, la mairie est un formidable instrument pour ça. Vous comprenez? La région est un formidable instrument. Quand vous regardez les compétences des régions, il faut lire. Mais c'est bien pensé cette affaire. Quand vous regardez les compétences qu'on a de les compétences transférées aux communes, mais rien de merveilleux que ça. Mais pourquoi au niveau de transférer l'argent, l'État a de la peine à mobiliser l'argent qu'il a promis, que la loi l'oblige à mobiliser vers les communes et les régions? Moi, c'est inacceptable. Il faut qu'on explique aux gens pourquoi il y a ce blocage. C'est ça. Le débat, c'est ça, vous comprenez. Ou cette option que l'État a prise, que le président a impulsée, et c'est pour ça que nous, on a soutenu le président, entre autres. Si l'État n'est pas capable de diligenter, de mettre en œuvre les décisions du président, il y a un problème. Et pourquoi ça? Le problème, c'est quoi? C'est quoi? Quel est le problème? On veut que le pays éclate partout. On veut qu'il y ait des crises anglophones dans tout le pays. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que les gens se soulèvent. Et c'est de cela qu'il s'agit. Et pendant ce temps, vous attendez que les milliards soient volés. Derrière une pandémie, entre guillemets, une pandémie, je dis bien entre guillemets, les gens volent les milliards. La pandémie sert à voler l'argent. Mais ça, non, ça peut continuer comme ça. Il faut qu'à un moment donné, on soit sérieux dans ce pays, que les ministères soient sérieux. Les ministères ont des compétences. Ils ont un personnel bien formé. Pourquoi le Mindelvel, n'est-ce pas, n'a pas pu nous obtenir les 15%? Pourquoi? Et moi, je vais vous dire, nous, on a beaucoup salué l'avènement de ces ministères. Mais quand nous avons organisé la convention sur la décentralisation à Douala, nous nous sommes rapprochés de Mindelvel pour dire que, pardon, nous, on ne connaît pas grand-chose. Venez nous aider. Je dis, même pas une réponse. Je vous dis, même pas une lettre de réponse. Dans un dossier déposé normalement. Même pas une lettre de réponse. C'est notre vice-président du parti que j'avais envoyé au ministère pour dire que, pardon, venez nous enseigner pendant 4 jours de tout ce que l'État a fait de bon en matière de centralisation. Nous, on va diffuser ça, sans rien vous demander. Mais si un ministère ne peut pas être très sensible à l'appel d'un parti politique qui veut relayer l'action de l'État, je ne suis pas surpris de voir donc qu'on n'est pas capable de nous obtenir les 15% légaux pour financer, n'est-ce pas, le développement à la base. D'accord. Alors, on va évoluer dans le débat ce matin. Vous suivez bien le grand débat sur CAM10 Télévision, la télévision républicaine, la chaîne des 10 régions, et vous faites bien. Alors, Madame Bissot, pour parler naturellement des régions du nord-ouest et du sud-ouest, qu'en est-il du statut spécial? En quoi consistait véritablement le statut spécial pour que M. Lamdaki, nous suit actuellement, puisse en être bien informé? Le statut spécial, il est à la base, comme on le dit, spécial, il était à la base pour que déjà ces deux régions-là, elles ont leur statut à eux qui leur permettra plus tard ou bien dans l'avenir d'évoluer, bien que... Bon, pour ne plus être rentré dans l'ancien système. Ouais. Oui, dans l'ancien système, c'est-à-dire suivre ce qu'on dit. Donc, et jusqu'à présent, moi, je pense que ce statut spécial, il n'est pas effectif. Parce qu'il y a toujours des récriminations, il y a toujours des cris. Pourquoi cette lenteur? Pourquoi ce retard-là? Pourquoi ce retard dans l'implémentation de tous ces tests, de tous ces statuts? Nous ne comprenons vraiment pas. Nous ne comprenons vraiment pas. Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait vraiment un éclatement dans notre pays aujourd'hui pour pouvoir mettre en effectivité tous ces statuts-là? Et les populations s'en plaignent, ils continuent à s'en plaindre, bien que certains se rangent pour pouvoir vouloir la paix, mais le statut spécial, c'est juste un nom. C'est juste un nom jusqu'à présent. Et je déplore ça vraiment. Parce que le Cameroun est l'un des pays qui a plus de tests, plus de lois, mais aucune n'est appliquée. Aucune n'est appliquée, aucune n'est mise en effectivité. Et si même ils sont mis en effectivité, c'est entre guillemets. C'est-à-dire on ne laisse pas les populations jouir de leur
de leurs droits. Et c'est pas très... Là-bas, nous déplorons ces situations tous les jours et à la fin, les Camerounais vivent dans cette léthargie-là. Oui, tout simplement. D'accord. Alors, Mandakani, relativement au statut spécial, en quoi est-ce que ça consistait? Est-ce que le statut spécial avait pour objectif, naturellement, de faire taire les récriminations du côté du nord-ouest et du sud-ouest, ou alors le statut spécial avait d'autres objectifs? D'abord, c'est une recommandation du grand dialogue national que le président avait convoqué. Mais le but est clair, c'est de mettre fin à la crise anglophone. L'objectif de ce statut spécial des deux régions, c'était de mettre fin à la crise. C'est un tel fait. Mais l'essence même de l'affaire, c'est qu'il fallait répondre à des revendications liées aux spécificités dites historiques. Moi, je n'ai jamais, mes positions sont connues par rapport à cette affaire. Moi, je ne connais pas le Cameroun, c'est un État national. Je ne divise pas le Cameroun en anglophone et en francophone. L'histoire nous a divisés, mais nous n'avons pas à reprendre ça en notre compte pour en faire des éléments même de distinction au sein de la nation. Ça, c'est notre position. Parce que le Cameroun, ce n'est pas seulement l'histoire des francophones et anglophones, c'est une histoire nationale qui a commencé avant même l'arrivée des Français et des Anglais chez nous, qui a même commencé avant l'Allemagne, les gens ne le savent pas. Si l'Allemagne, la colonisation allemande a favorisé une accélération de l'unité du Cameroun au niveau territorial, mais les dynamiques d'unification étaient déjà en cours avant l'arrivée des Allemands. Vous comprenez? Donc, on a eu la Cameroun-Riva, par exemple. La Cameroun-Riva participait, n'est-ce pas, de cette dynamique-là. Donc, nous ne sommes pas de ceux qui pensent que les spécificités francophones et anglophones doivent définir. Ce sont des éléments, mais ne doivent pas définir l'identité de notre pays. Mais quand on a dit ça, le législateur, le chef de l'État, écoutant les cris qui venaient de ces deux régions, a dit « Je vais prendre en compte les spécificités de votre histoire, puisque vous demandez ça. » Donc, il y a des anglophones, entre guillemets, nos frères, qui sont très contents d'avoir été colonisés par les Anglais, il paraît, puisqu'ils revendiquent, la langue, ils revendiquent tout ce que vous imaginez. Mais l'État a concédé. C'est pour ça que quand vous lisez ce statut spécial, je l'ai là, il reprend un peu les structures qui ont existé pendant la colonisation anglaise, en insistant sur la participation effective des populations de ces régions-là dans l'élaboration des politiques publiques. Donc c'était l'esprit. Et j'ai dit, c'est une très bonne chose. Il faut saluer ça. Mais pourquoi au niveau de la mise en place après? C'est ça. Même la mise en place d'une structure simple comme le médiateur de cette région-là, ça prend combien d'années? Ça prend combien de temps? Ça coûte quoi? Ça traîne, il faut le dire, ça traîne. Il faut que les gens, il faut appliquer ces choses-là. Parce que les armes crépitent là-bas, les militaires meurent tous les jours là-bas. Et nos frontières sont menacées. Hein? Donc, nous qui avons soutenu l'État, nous qui soutenons l'État, nous devons être... C'est la raison pour laquelle nous sommes exigeants. Parce que nous, on sait que l'État a les moyens. Il y a les moyens de faire ça. Si on ne vole pas l'argent, si les gens ne sont pas des experts en vol pour détourner l'argent, s'ils mettent toutes les bêtises qu'ils ont là, et croyez-moi, il y a des gens très compétents dans notre administration. Il y a des patriotes dans notre administration, moi j'en connais. Mais j'observe que pour l'instant, les gens qui sont contre la décentralisation, mais ils sont en train de dominer. Ils dominent. Il y a un problème, ils dominent. Tout ça, c'est parce que, même dans la région anglophone, quand vous traînez comme ça, vous ne donnez pas les éléments à ceux qui ne sont pas pour la sécession. Il y a plein d'anglophones qui ne sont pas pour la sécession. Ils sont très nombreux là, qui sont contents d'être nos frères. La preuve, malgré la crise, quand ils traversent le monde, ils viennent nous. Ce sont nos frères, il n'y a même pas un débat là-dessus. Beaucoup ne veulent pas l'indépendance. Beaucoup ne veulent pas la sécession. Parce qu'ils ont compris que tout ça s'est manipulé depuis Washington et ailleurs pour détruire notre pays et capter nos richesses. Maintenant, le président a donné un cap. Donner les moyens à ceux-là dans ces régions de pouvoir dire à leurs frères que, mais regardez, nous n'avons pas intérêt à partir là où certains de nos frères veulent nous engager parce que voilà ce que l'État nous a donné en termes d'avantages. Mais quand ils ne voient rien et qu'on voit seulement les discours, mais il y a un problème, il faut que ça s'arrête. Les discours ne suffisent plus. Il faut accélérer ces choses-là. Il y a l'argent. Il y a l'argent. Donc, à ce niveau-là, la loi est... Je vous dis que c'est une loi très bonne. La voici, elle est très bonne. Vraiment, en termes de loi, je pense qu'on pourrait même faire mieux en matière de décentralisation. Dans l'avenir, beaucoup de choses vont évoluer. Il faut passer de 15% à plus. 15%, c'est pour un début. Il faut plus que ça dans l'avenir.
Il faut intégrer le commandement traditionnel plus que ce qui est là maintenant. Il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Il faut même élargir, pas seulement au niveau de la commune. Il faut aller même plus loin. Mais c'est un bon début. Pourquoi on n'applique pas le peu qu'il faut appliquer? C'est ça le problème. Or, il y a une expertise avérée dans cette administration centrale. Moi, je ne sais pas de ceux qui les insultent parce qu'ils sans les connaître. Moi, je connais. Il y a l'expertise. Le problème, c'est que les gens ont été habitués pendant 60 ans, n'est-ce pas, à concevoir le budget de l'État comme quelque chose qui devait atterrir directement dans leur poche, par des voies détournées. Et ils sont tellement habitués à ça qu'ils ne comprennent pas que l'argent de l'État ne doit plus atterrir dans leur poche, mais à la commune. C'est-à-dire à une collectivité territoriale décentralisée. C'est ce que la loi dit. Donc, c'est plus dans la poche. D'abord, on bloque l'affaire, on met les copains dans les collectivités territoriales décentralisées, on truque les élections pour élire, n'est-ce pas, les gens à la base du parti. On truque ça, on place les amis, ça devient une affaire de réseau. Du coup, le gars qui est même là ne sait même pas, et là, je peux la rejoindre, c'est plus le réseau qu'il a mis, qui est important pour lui, que le peuple. Vous comprenez? Vous comprenez que dans ce pays, il y a des réseaux là à Yaoundé, au sein du RDPC, c'est quand même le parti dominant de ce pays, il faut en parler, qui veulent contrôler les communes. Parce que l'argent qu'on va débloquer pour envoyer là-bas, il faut qu'on place quelqu'un à la tête de la mairie qui va s'assurer que, en termes d'entreprise et de marché, l'argent retourne dans les réseaux comme hier. Et du coup, vous videz la décentralisation de son contenu. On vide ça. Voilà, il y a tous ces problèmes-là que nous devons dénoncer pour qu'on ne tue pas ce bon projet présidentiel. Et qu'on nous oblige tous à commencer à penser fédéralisme, sécession, machin et consort. Or, il y a des gens à Yaoundé qui ont pour stratégie de conquête du pouvoir la sécession, la pression sécessionniste, les pressions régionalistes pour prendre le pouvoir. Mais les patriotes, ceux qui aiment ce pays, et il y en a au RDPC, il y en a partout, à l'UNDP, ils sont là, il y en a partout. Nous devons nous organiser pour que on ne tue pas le grand élan qu'il y avait dans ce projet. Qu'on ne tue pas ça. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Une fois de plus, il faut remettre l'argent des communes. Il faut remettre ça. On n'a pas le droit, même si on dit que c'est légal. On va dire que oui, c'est légal. Mais pourquoi la loi des finances va contrer notre loi? Ça sert à quoi? Pourquoi? On dit c'est légal. Pourquoi? C'est légal. Il y avait une urgence. Ok, d'accord. L'urgence, c'était quoi? Le Covid. L'argent est venu de l'extérieur pour le Covid. Vous nous avez inventé une pandémie ici. L'argent est venu. Mais au lieu que ça booste la somme budgétaire, comme c'était prévu, c'est dans les poches des gens. Et voilà comment la dynamique du pays est bloquée, parce que les gens veulent s'enrichir. Mais nous, la décentralisation doit être soutenue par les patriotes de tous bords pour arrêter ça. C'est de cela qu'il s'agit. Remettez les 15% que vous avez pris aux communes. C'est une forme de vol. Même si c'est un peu légal, on appelle ça un tour de passe-passe. On a fait un tour de passe-passe au niveau du ministère des Finances, n'est-ce pas? Avec tout le respect qu'on a pour M. le ministre des Finances, n'est-ce pas? Mais on a fait un tour de passe-passe pour voler les 15% qui devaient être affectés aux communes. Il faut remettre l'argent des communes. D'accord. Il est 12h03 du côté des Bolova, dans la région du sud du Cameroun. Vous suivez le grand débat sur Cam10 Télévision. La semaine dernière, principalement du 6 au 7 mai dernier, s'est tenue du côté du palais des congrès de Yaoundé une réunion qui mettait aux prises les acteurs de la Commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme à l'effet de trouver des voies et moyens pour mettre une barrière en ce qui concerne les discours haineux au Cameroun. Je vous amène suivre ce reportage qui est signé Bougar Massia et on revient juste derrière le décor. A tout de suite. Facebook, Twitter, WhatsApp et bien d'autres plateformes de la communication sont utilisées par certains internautes pour vilipender des compatriotes. C'est à travers des discours de haine et des propos xénophobes, des attitudes qui nécessitent l'implication de tous les Camerounais pour dire non comme un seul homme au bon plaisir de notre cher et beau pays qu'est le Cameroun, où c'est l'amour du prochain, le pardon et l'acceptation de l'autre qui doivent rester des maîtres mots.
C'est dans ce siège qu'un colloque sur le discours de haine et la xénophobie au Cameroun se tient depuis hier au Palais des Congrès de Yaoundé. Mené par la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, l'initiative est placée sous la très haute autorité du président de la République, Paul Biya. Ouvert par le président de la dite commission, Peter Mafani Moussongué, il est question pour les participants de tabler sur les causes, les manifestations et les conséquences de ces fléaux. Au menu des travaux, il a été aussi question d'épiloguer sur le vocabulaire discriminant dans les médias. Les discours de haine et le problème anglophone comme défi à une coexistence paisible au Cameroun, où la codification pénale de l'interdiction de la haine et de la xénophobie sont d'autres aspects ayant été analysés au cours de ces travaux, car il s'agit aussi des sujets majeurs qui sont évoqués sur des plateformes de la communication. Face à la complexité et la dangerosité de ces mots, il importe d'examiner l'arsenal d'instruments internationaux, régionaux et nationaux qui sont en vigueur pour combattre ces phénomènes. Tout d'abord, identifier les tenants du discours de haine et de propos xénophobes, les canaux de propagation et les domaines de prédilection. Tout ceci dans le but de concevoir des stratégies adaptées, préventives et curatives pour lutter à court, moyen et long terme contre ce fléau. Le colloque sur le discours de haine et la xénophobie s'est poursuivi ce jour au Palais des Congrès de Yaoundé. La Commission nationale pour le bilinguisme et le multiculturalisme pilotée par son président Peter Mafani Moussongué tente de solutionner le problème relatif au discours haineux. On peut simplement s'entendre comme une tendance pour un individu ou des individus à créer une situation à travers le langage ou des actions, une situation qui vise à rejeter l'autre soit individuellement, soit collectivement. Cette pratique qui entraîne un lot de manifestations est un danger permanent qui semble parfois échapper à la conscience des Camerounais. Il y a des expressions qui sont devenues courantes dans chaque société et qui sont les éléments de la plaisanterie. Au Cameroun, il y en a énormément, vous les connaissez tous, les étonnements le savon, les Bassa marchent avec les timbres, les Ewondo adorent le vin rouge. Pour un verre de vin rouge, peuvent sacrifier leur richesse foncière. Donc il y en a comme cela. Maintenant, il y a une échelle qui a été définie, une échelle de préjugés qui a été définie par Gordon Allsport et qui indique que ça commence par la plaisanterie. Et puis quand la plaisanterie évolue et devient communautaire, et quand on dit les Bassa sont méchants, Réunis depuis hier pour étudier la question, les rapports des travaux de ce colloque proposent plusieurs axes de sortie. Parmi les propositions qui ont été faites, on a relevé que l'arsenal juridique actuel comporte un certain nombre d'articles qui répriment les discours de haine de manière explicite. Il est donc question de demander aux juges camerounais de se saisir de ces dispositions pour les appliquer effectivement. Au final, les experts ont profité de cette occasion pour rappeler aux hommes du média la partition qu'ils doivent jouer pour une nation plus unie dans sa diversité. Merci à Bougar Massia et Pierre Bernard Coignet pour ces deux reportages. Nous parlons, vous l'avez compris, des discours haineux et leur impact dans la société camerounaise. Alors, Bandakani, on va commencer par situer dans l'espace et dans le temps les discours haineux. Comment en est-on arrivé là? Bon, il y a des raisons historiques, des raisons sociologiques qui peuvent expliquer la prolifération des discours haineux dans l'espace public dans notre pays. D'abord, fondamentalement, il y a des raisons sociologiques. Vous savez que dans des espaces où il y a beaucoup de pauvres, où la pauvreté est majoritaire, permettez-moi l'expression, la rareté de la ressource matérielle pour vivre amène les gens rapidement à désigner des boucs émissaires, à dire que c'est l'autre qui est l'enfer. Il suffit que l'autre ait un peu les ressources qu'on n'a pas. On va facilement assimiler ça à la ruse,
la captation de l'État pour un clan qui explique, n'est-ce pas, le fait que l'autre ait des ressources que nous, on n'a pas. Il y a ça, c'est très important. Parce que la sérénité sociale a un rapport profond avec le développement économique. Chez nous, il y a un problème, c'est que la manière dont l'État central interprète le fait national est souvent dissociée de l'impératif de résultats économiques en termes d'augmentation du niveau de vie. C'est très important. C'est-à-dire quand on mobilise les gens autour de la cause nationale, c'est plus pas les incantations, les histoires magiques. Il suffit qu'on défile le 20 mai, chaque 20 mai, je n'ai rien contre le défilé le 20 mai, il faut qu'on voit les gens avec les drapeaux, que ça suffirait. Non. Si il n'y a pas un accompagnement, si l'État n'est pas performant pour produire suffisamment de bien-être matériel, vous créez une souche sociologique pour l'avènement des discours haineux. Parce que la haine a un lien aussi avec la misère. Mais quand je dis ça, la pauvreté matérielle ne justifie pas qu'on haïsse l'autre. Mais là, on va arriver à notre niveau de raison qui est lié à l'histoire de notre pays. Vous savez qu'on nous a appris pendant longtemps à nous détester. C'est très important. Quand le colon arrive, ou l'esclavagiste, il nous amène d'abord à nous haïr nous-mêmes. On nous défigure, on détruit l'estime qu'on avait pour nous et on crée des divisions ethniques. On désigne les bonnes ethnies, les mauvaises ethnies. Le bon, c'était l'ami du colon. Le mauvais, c'est celui qui n'est pas contre le colon. Vous comprenez? Et quand on sort cette affaire-là, on n'a pas réglé ces choses-là. L'État hérite donc, n'est-ce pas, de ce vieux fond de haine, et de conflit. Vous savez que dans notre pays, nous ne cachons pas. Les communautés ethniques, dans une certaine mesure, se détestent. Ça se voit, il ne faut pas cacher ces choses-là. Il y en a qui ont des ressentiments contre les autres, pour mille raisons. Et ce ressentiment déteint sur les individus qui estiment que l'appartenance à l'ethnie, par exemple, prime sur l'appartenance à la nation. Et on commence à stigmatiser les autres. On reprend pour son compte ce que le colon a dit hier par rapport à l'autre. Ce qu'on a dit de mauvais sur l'autre. Ça, ce sont des explications. Là. Mais là, ça explique. Mais je ne cautionne pas. Le NMP ne cautionne pas. On ne peut pas justifier la haine en disant que je suis pauvre. Que je suis pauvre, l'autre est riche. On ne peut pas justifier ça, c'est injustifiable. Donc, il faut éduquer. Bon, il ne faut pas seulement éduquer par les colloques. C'est déjà bon que l'ancien Premier ministre, Moussonga, n'est-ce pas, qui est quand même une haute personnalité dans ce pays, à qui le président a confié une institution importante et stratégique dans la gestion des conflits, c'est bon qu'il fasse les colloques. Mais si on s'arrête là, sans que le colloque ne débouche sur des mesures opérationnelles là à prendre, on gaspille encore l'argent de l'État. Et c'est comme si on a créé une structure budgétivore, simplement. On ne lutte pas contre la haine avec les colloques, même si c'est important pour démarrer une action, n'est-ce pas, préventive ou répressive. Je dis bien c'est important, mais on ne lutte pas avec ça, c'est sérieux. Par exemple, on se demande dans ce pays s'il y a une police numérique dans ce pays. Une police numérique, c'est-à-dire qui gère les réseaux sociaux. Si vous réprimez 4, 5, 6, 7 fois dans les réseaux sociaux, vous allez voir ça aura un impact. Si quelqu'un sait qu'il risque ceci, réellement, pas à travers une loi qu'il ne connaît même pas, il ne sait même pas que la loi existe, et il n'a peur de rien, il peut s'en prendre à l'honneur d'une dame, comme ça, d'un citoyen, il ne court aucun risque. Mais si on frappe 2, 3, 4, 5, vous allez voir l'impact sera réel parce qu'il n'y a pas de meilleur éducateur dans des contextes souvent précis comme celui-ci que la répression, que la peur du gendarme, de la loi. Mais quand on n'affirme pas la loi, quand l'État n'affirme pas la loi, il y a un problème. On ne peut pas comprendre comment les réseaux sociaux sont aussi brutaux, violents et sauvages comme dans le cas du Cameroun et les mesures ne sont pas prises. Vous pouvez compter le nombre de fois où quelqu'un est interpellé par rapport à sa publication des réseaux sociaux dans ce pays. Moi, ça m'inquiète. Bon, maintenant, on préfère faire les colloques. Encore une fois, je n'ai rien contre. Mais la loi dit quoi? Il y a une loi, quand même. Il y a une police pour réprimer les crimes numériques. Mais qu'est-ce qu'on fait?
le président est sauvagement attaqué dans les réseaux sociaux. Mais vous croyez qu'ailleurs, dans notre pays, ils n'ont pas de président? Il n'y a pas de problème. Mais vous allez voir comment c'est géré. Vous ne verrez pas un type d'attaque concernant le président français, le président américain et comme ça, tout ça. Parce que il y a des dispositifs de répression. Vous comprenez? Le président camerounais est, c'est-à-dire, sauvagement attaqué. Les citoyens sont attaqués dans leur honneur le plus profond. Vous comprenez? Pas des gens sans foi ni loi. Mais rien ne fait. Rien ne fait. L'État ne fait rien. Je constate ça. On ne fait rien. Donc il faut réprimer. Moi, je suis pour la répression. Je suis pour la répression. On est arrivé à un niveau où il faut que la force de la loi effraie les agents qui font la diffusion de la haine. Et on les connaît. Vous avez plein de faux profils dans les réseaux sociaux. C'est pas compliqué à détecter. Est-ce que c'est compliqué? Hein? Est-ce que c'est compliqué de détecter un faux profil dans les réseaux sociaux? C'est pas compliqué. C'est pas compliqué, mon cher ami. Donc il y a des raisons historiques, mais rien ne peut expliquer que la haine soit le rapport que je vais avoir avec cette dame-ci. Rien. Parce que la haine appelle la haine. Et on entre dans un engrenage qui va détruire le pays. Or, aucun Camerounais n'a intérêt à ce que ce pays soit détruit. D'accord. Madame Bissot, au nom de la liberté d'expression qui frise déjà pratiquement au libertinage, on estime qu'on devrait dire ce qu'on pense, ce qu'on a dans le cœur, parce que beaucoup estiment qu'ils sont dans leur droit, d'autant plus que ce secteur n'est pas du tout filtré et encadré. Est-ce que l'État ne devrait-il pas peut-être réguler l'expression, liberté d'expression et trouver des moyens? Mon alter ego, mon voisin avec qui nous avons toujours vécu, tant que je le blesse dans son honneur, dans sa dignité, et je n'attends rien, je n'ai peur de rien, ça va continuer. Et nous avons vu ça dans nos mentalités dès la base, où on insultait, on fait comprendre à ton enfant que l'enfant du voisin est moins que toi, et puis ça grandit ainsi. Ça grandit ainsi. Et là, vous avez parlé de liberté d'expression. La liberté, ce n'est pas le libertinage, comme vous venez de le dire. Hein? Et quand on donne trop de liberté, et j'ai dit les réseaux sociaux, je le dis toujours, l'homme noir, excusez-moi d'utiliser aussi un terme, je peux dire raciste, l'homme noir n'est pas prêt pour la mondialisation, réseaux sociaux et consorts. La preuve, il prend plutôt le mauvais côté. Et vous voyez, vous n'allez jamais voir ouvrir peut-être un forum, voir que c'est un forum éducationnel et tout. Vous allez plutôt voir des insultes matin, des insultes midi. Vous êtes inscrit dans un forum où vous voyez deux personnes dans le forum qui vont passer peut-être 24 heures à se lancer des mots haineux, et ils prennent des raisons la politique, ils prennent des raisons la richesse. Personne n'est riche. Personne n'est riche. Et il n'y a pas de moindre tribu au Cameroun par rapport aux autres. Et aujourd'hui, les femmes sont attaquées elles-mêmes personnellement. M. Banakali le disait tout à l'heure, les femmes sont attaquées à tous les niveaux. Et puis, c'est normal. C'est normal, on fait des colloques, on fait des séminaires, on fait tout pour faire comprendre, on veut parler des égalités, des parités, et puis rien n'est fait. Et s'il n'y a pas la répression, ça va continuer. Je me rappelle, il y a une loi en France, il y avait un décès qu'on appelait tête de nègre. Et quand on a commencé à éviter les mots racistes, on a effacé ce nom de la carte alimentaire française. Vous voyez que quand vous insultez un Français aujourd'hui, vous le traitez de raciste, ça existe, ils vivent avec, vous le traitez de raciste, il se sent en danger parce qu'il sait qu'il fera la prison. Tant qu'on ne va pas mettre quelqu'un qui va m'insulter, me dire ceci, je vais le porter plainte, on suivra ma plainte jusqu'au bout, tant qu'il n'aura pas écopé de ce qu'il mérite.
hein, ça continuera. Et nous voyons ce qui se passe. Bon, je vais aussi ajouter, c'est pas parce que vous êtes peut-être, le colon a arrivé, ceux qui ont cru qu'ils sont près de ces colons, c'est ceux qui étaient juste à la porte d'entrée. Vous voyez, ça ne veut pas dire que ceux qui étaient loin à l'arrière-pays sont moins camerounais ou sont moins des frères que nous. Sinon, nous, comme ça, nous n'existerons pas parce que nous sommes des métis culturels. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais à l'époque, nous avons constaté, je vais prendre peut-être la génération de nos parents, mais avant nos parents, ce n'était pas ça. Les mariages mixtes n'existaient pas. Aujourd'hui, les mariages deviennent plus que mixtes. Et vous voyez que si on continue à développer les discours, tout ce qui est haineux, c'est nos enfants qui vont complètement... Ils n'existeront plus. Ils n'existeront plus. Nous avons parlé du problème de la crise de nos eaux aujourd'hui. Nous voyons nos enfants qui sont dans des écoles anglophones, qui prennent plus la culture anglo-saxonne par rapport à nous qui les donnons une éducation à la base. Et vous voyez que le Cameroun, c'est ça la beauté du Cameroun, cette diversité-là. C'est la diversité que nous avons. Et si déjà nous détruisons notre personnalité, parce que c'est ce que nous connaissons du Camerounais, il est multiculturaliste. Si déjà on détruit ça, c'est que nous sommes en train de nous détruire. Et en bon patriote, nous n'avons pas intérêt que ce soit détruit. Nous savons que chacun a sa mentalité culturelle, mais nous sommes obligés de vivre avec. Notre corps humain que nous possédons là, vous n'êtes pas apte ou bien à l'aise avec toutes les parties de votre corps humain, mais vous vivez avec, parce que c'est ça la nation, elle est une, et je préciserai plus tard, est indivisible. Et ça, c'est un souhait que tout Camerounais rêve d'avoir, ne pas voir sa famille éclatée, ne pas voir son pays éclaté. C'est pour cela que vous voyez, on essaye, le président de la République a essayé avec son rêve de mettre tout en œuvre pour que le Cameroun garde cette culturalité-là. Et j'apprécie aujourd'hui dans le système éducationnel au Cameroun de faire apprendre à nos enfants les langues maternelles dans des écoles. Ça permet que j'apprends la langue maternelle de mon voisin. Mon papa, lui, il était du plus profond du sud, pygmée à la base, mais il vous parlait très bien le bassa, très bien le douala. Il est quitté de la forêt pour aller à la côte. Et c'était ça la beauté du Cameroun. C'est ça la beauté du Cameroun. Et si nous décidons de continuer à développer ces discours haineux juste pour parler des droits politiques et qu'on sort, c'est déplorable. C'est déplorable. Et tant que la loi ne sera pas appliquée là-dessus, ça va continuer et ça va de mal en pis. Ça va de mal en pis. Nous avons vu les gens qui parlent d'homophobie, les gens qui parlent de... C'est tout ça. Et les droits de l'homme, qu'on parle de gauche à droite, qu'est-ce que les droits de l'homme font au Cameroun concernant ces discours haineux? C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Essayons d'être respectueux envers nous-mêmes, respectueux envers notre nation, envers notre pays, respectueux envers nos frères, pour que nous puissions enfin vivre en paix. D'accord. Alors, Bandakani, qu'est-ce que la prolifération, on va le dire ainsi, des discours haineux peut causer dans une société comme le Cameroun qui a déjà souffert des sévices de la guerre du côté du nord-ouest et du sud-ouest, la déstabilisation du Cameroun du côté du nord, la position de l'État camerounais par rapport à l'homosexualité et tout ce qui va avec. Qu'est-ce que ces discours haineux peuvent créer comme impact dans la société camerounaise? Permettez-moi de d'abord saluer la pertinence des propos de madame, avec le regard très concret et pragmatique des femmes. Ouais. Il faut apprécier ce qu'elle a soulevé, parce qu'elle a mis en avant les atouts que le pays a. C'est-à-dire, en plus des atouts institutionnels, n'est-ce pas, conférés par la création des institutions comme celle qui est présidée par M. le Premier ministre, Thomas Fani Moussongue, elle a donné des atouts, les mariages mixtes.
qui sont un phénomène dont on ne mesure pas l'importance dans notre pays. Les mariages mixtes, en termes de pacification, de fraternisation et d'adoucissement des mœurs, des relations dans notre pays. C'est très important. Elle a soulevé tout à l'heure un problème important. Et là, après, je reviendrai donc par là sur le niveau de déstabilisation qui est lié à ça. Quand elle nous rappelle comment aujourd'hui tous les parents rêvent d'avoir un enfant qui parle anglais. Nous tous, nous voulons, moi-même mes enfants, j'insiste là-dessus. Alors vous voyez que, est-ce qu'on peut encore justifier l'histoire d'anglophones francophones avec le niveau de haine qu'on observait à un moment donné où les francophones étaient désignés comme étant des démons, des gens méchants qui mangeaient leur frère anglais. C'était quand même terrible. Or, tout ça, c'était des discours sur Internet et ailleurs. Dans les faits, tout à l'heure, je répète ça, que vous voyez comment la manipulation peut amener à voir une réalité autrement, alors que alors que c'est le contraire dans le réel. Alors que les populations du nord-ouest, sud-ouest, en crise, venaient en zone francophone, vous comprenez, étaient accueillis comme chez eux, parce que c'est le chez eux, vraiment, ce sont des Bamileke, ce sont des, bon, parlons comme ça, si vous faites, ce sont des Bamileke, ce sont des Sawa et consorts, alors que quand ils traversaient, on les accueillait, dans les réseaux sociaux, on disait que les francophones mangent les anglophones, que tous les francophones veulent, on déteste les anglophones, parce que les gens considèrent qu'un ministre francophone est forcément l'ami d'un autre francophone, travaille forcément pour un autre francophone. Vous voyez comment on peut fabriquer une réalité qui n'a pas de base dans le réel. Alors, le rapport avec la déstabilisation que vous convoquez est établi. Le Cameroun n'a pas pris suffisamment en compte le fait que le monde est entré dans la guerre numérique. L'un des moyens de faire la guerre dans le monde, ce sont les réseaux sociaux. Ce sont les instruments informatiques, numériques, qui aujourd'hui, c'est-à-dire le nouveau champ de guerre, entre autres, c'est le champ numérique. C'est-à-dire qu'on peut disloquer un pays, et là je réponds encore à votre question, la conséquence c'est qu'on peut disloquer le Cameroun, rien que par la guerre numérique. On enflamme un pays rien que par la guerre numérique. Regardez ici à la veille de l'élection présidentielle 2018, et après, ce qui s'est passé. Et là, ça permet de mettre sur la table le jeu des hommes politiques. Le jeu des hommes politiques. Ce pays a vu des entrepreneurs politiques organisés de manière rationnelle la guerre climatique pour conquérir des voix, pour construire des ghettos électoraux qui leur appartiennent pour toujours. On désigne des Camerounais comme étant seulement, par exemple, Bamileke ou Bassar. Ils ne sont plus Camerounais. Et comme ils sont Bassar ou Beki ou Bamileke, ils appartiennent d'office à tel parti. Au fils de cette région qui ont créé un parti. On a vu ça, mais c'est grave. Et ça a failli faire brûler ce pays. Et les acteurs qui jouent ce jeu politique, on les connaît. Regardez bien comment ils se comportent. Dès qu'ils allument le feu, ils disent qu'ils appellent l'étranger de venir intervenir. Ils appellent l'étranger de venir se mêler dans ces affaires. Ils nient le fait qu'il y a un État qui est là, il y a des lois nationales. Ils disent que non. Les lois internationales sont même supérieures à toutes les lois de la République. Et que vraiment l'ONU a déjà remplacé l'État. L'ONU a déjà remplacé le président. Mais on a vu ça. On a vu ça. Vous comprenez? Et ce n'est pas seulement au niveau de l'opposition. Même au cœur de l'État, il y a des barons là-bas dans l'État qui utilisent ces choses-là sans se mettre en avant physiquement, mais par derrière, ils utilisent ça pour booster leur prétention à remplacer le président. Il y a tout ça, ce sont des faits. Et vous voyez qu'à un moment donné, ça enflamme le discours, parce que les gens là ont des moyens. Ils sont organisés, et ils ont des appuis à l'étranger pour occuper... Vous savez quelle technique il faut pour mobiliser les réseaux sociaux? Vous devez avoir un quartier général informatique de haut niveau. Il faut les payer. Ce sont de gros moyens à mobiliser, vous comprenez? Il faut avoir des ingénieurs informaticiens, des gens qui maîtrisent ces choses. Il faut les payer. Il y en a même souvent, vous voyez dans les réseaux sociaux, là, on agit alors que le QG est à Atlanta, en Géorgie. Et pour la Géorgie, c'est que Dieu l'a fait démontrer, en Géorgie. Allez-y. Et à Paris, c'est important. C'est-à-dire à partir de la Géorgie ou bien de Paris, on déstabilise le Cameroun. C'est-à-dire le QG qui entretient l'inflammation, n'est-ce pas, des réseaux sociaux, est à Géorgie ou à Paris, derrière, sous la couverture d'un mouvement politique.
sous la couverture des revendications bizarres, sous la couverture du fait que l'on dit qu'il y a un dictateur qui va anéantir tous les Camerounais, il faut sauver les Camerounais sans eux, du dictateur qui va les anéantir. Et le président parlait à l'étranger, on l'attaque dans son hôtel, physiquement. Et le pays d'accueil ne fait rien pour le protéger. Comme si c'était le seul président dans le monde qui avait les opposants. D'autres présidents ont des opposants, mais quand ils viennent à Paris, vous ne voyez aucun opposant de ce pays-là. Quand ils vont à Washington, vous ne voyez aucun opposant. Pourquoi? Les mesures de sécurité sont prises, mon cher ami. Ça veut dire que je vous relance. J'ai dit que je démontre, non? Oui, justement, allez-y, démontrez. Vous allez voir qu'avant ça, vous allez observer la montée de la haine dans les réseaux sociaux. Chaque fois qu'on sait que le président va sortir, il y a la montée de la haine. Quelqu'un vous dit même que bon, les gens voyagent, ils vous disent qu'il ne doit pas arriver à tel pays. C'est parce que voilà, les gens voyagent, on les voit. Ils ont des charters, tout ça, pour aller haïr quelqu'un, parce qu'il est président. L'attaquer parce qu'il est président. Et attaquer un pays, on détruit les drapeaux du pays, on attaque les ambassades, tout ça. Mais on vit aussi de tout le monde. Vous parlez de quoi? Donc, vous voyez la connexion étranger-nationale dans la déstabilisation par le biais de la haine, avec pour support les réseaux sociaux. Bon, si un État ne prend pas ça au sérieux, c'est-à-dire si on considère que c'est un fait divers, le fait que le président va à Paris ou en Suisse, et on arrive même dans sa chambre, si on prend ça pour un fait divers, alors ça veut dire que nous sommes très mal partis. Quand elle dit que ça prend de l'ampleur, on est très mal partis. C'est inacceptable. C'est inacceptable ce genre de choses. Et les acteurs sont identifiés. Voilà pourquoi moi je me demande où est la police numérique. Il y a un département dans la police nationale camerounaise, n'est-ce pas, qui est chargé de ces choses-là. Donc j'ai l'impression, je peux me tromper, qu'on est en retard dans la perception, dans l'analyse, dans la prise en compte du danger qu'on appelle guerre numérique, guerre dans les réseaux sociaux, qui aujourd'hui sont le moyen par excellence pour displiquer une nation, l'affaiblir. Comme quand le bois va avaler sa proie, il vous embaume d'abord avec son venin là, hein, et il vous avale. Donc, la haine permet d'embaumer un pays d'abord avec l'huile du serpent qui permet de l'avaler. J'ai cru que vous parleriez de l'huile de la sardine. On est habitué à ça. C'est la haine, mais voilà. L'huile de la sardine, c'est important. Mais voilà l'autre aspect de cette affaire. Quand les gens vont jusqu'à attaquer les musiciens, mais vous vous rendez compte, un musicien, vous lui donnez l'argent, il chante partout. C'est son travail, il vit de ça. Mais quand les gens vont jusqu'à attaquer les musiciens, parce que tu as presté pendant le meeting de tel, tu es interdit d'arriver à Paris, mais c'est grave. Et vous allez voir qu'avant ça, on a créé deux concepts, Sardina et Tontina. Regardez toujours, c'est-à-dire, le concept vient, précède l'action haineuse. Le concept. Parce qu'il faut que dans l'espace public, n'est-ce pas, on introduise un concept qui apparemment qualifie quelque chose d'inacceptable du point de vue de la morale, du point de vue de l'éthique politique. Un sardinat, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a faim, qui fait la politique pour aller manger des sardines, l'huile coule de ses lèvres. Donc, vous voyez, on réduit l'action politique, on réduit l'honneur des gens. Est-ce que c'est, je vous relance, est-ce que c'est pas parce que les hommes politiques, à une certaine époque, nous ont habitués à ça? Avant, quand on parlait d'élections, que ce soit les élections municipales ou alors les élections législatives, on avait ces élites qui rentraient dans des communautés, qui rentraient dans leurs villages respectifs, distribuer du pain, de la sardine, du riz pour battre campagne. Est-ce que c'est pas de là que l'expression sardinat est entré dans nos mœurs? C'est un fait. Vous avez raison. Moi, je n'épargne pas les agents de l'État. L'État, par le biais du parti État, a largement participé à cette culture de la médiocrité qui a fait le lit de la haine aujourd'hui. Parce que quand on réduit l'action politique à la distribution des denrées alimentaires de base à la veille de l'élection, on crée le lit de ces choses-là. Sous prétexte de fêtes populaires, on crée le lit. Voilà ça, comme vous dites là. Ça a préparé la mentalité à l'émergence du concept de sardina. Vous avez raison. Mais maintenant, Tontina, maintenant, sort d'où? Mais c'est issu quand même d'une communauté, le MRC, pour ne pas forcément les citer lors des récentes élections présidentielles. La tontine, c'est une valeur nationale dans ce pays. Oui. Comment ça? C'est une valeur nationale. Si ça vient de l'autre frère de l'Ouest, il dit que c'est devenu une valeur nationale. Comme le bongo chobi, le ndolé, ce sont les valeurs, c'est la richesse du Cameroun. Bon, vous voyez comment les haineux déforment une valeur nationale pour en faire quelque chose qui permet de stigmatiser les gens d'origine d'une région, parce que
ceux qui font ça aussi assimilent tous les gens de cette région-là à un leader politique. Vous voyez comment c'est vicieux? C'est vicieux. Mais le concept prépare l'action de la haine. Pourquoi je haïsse quelqu'un? J'ai honte de venir directement dire que oh, tu es bâtard, tu es moche, tu es ceci. Je dois d'abord inventer un concept pour l'enlaidir, le dénigrer. Et maintenant, quand je le hais, ça paraît normal. Puisqu'on veut le pouvoir, puisqu'on veut les voix, tout est permis. Puisqu'on veut remplacer le président. Hein, il est déjà fatigué, il est vieux, hein, il ne peut plus rien faire de bon. On se prépare pour le remplacer, quitte à mettre le pays à faire ça. C'est pour ça que moi je salue le fait que vous ayez mis ça sur le plateau. C'est un sujet qui paraît comme ça anodin, mais le feu est en train de s'allumer là-bas et les acteurs ne sont pas prêts de l'éteindre. Hein, parce que tant qu'ils n'ont pas atteint leur but, avec leurs appuis étrangers, ils ne vont pas arrêter. Alors, Madame Bissot, peut-être pour sortir carrément de cette émission, comment est-ce qu'on devrait faire? Quelle est, je vais dire, la panacée à ce problème de discours haineux aujourd'hui au Cameroun? Qu'est-ce que l'État devrait faire? Ça part d'abord des réseaux sociaux qui ne sont pas filtrés, qui ne sont pas régulés aujourd'hui, mais au-delà de ça, est-ce que l'État n'a pas sa responsabilité dans ce phénomène? L'État a la plus grande des responsabilités. Franchement, parce que nous avons vu aujourd'hui, pour avoir un emploi, c'est le cooptage, c'est le soutien, il faut appartenir à telle ethnie pour avoir un poste que vous ne méritez même pas aujourd'hui. Et vous voyez que ça amène certaines frustrations vis-à-vis de certaines personnalités. Et vous voyez aussi, tant que l'État ne va pas sévir, Monsieur Wande, je ne vous mens pas, tant que l'État ne sévit pas, ça veut dire, je me rappelle, à l'époque, j'étais encore jeune, ça c'est une petite anecdote, mon père, il était un homme de loi. Ça veut dire que si son voisin l'insulte, le lendemain matin, il le poursuit pour diffamation de nom. Nous avons tous les tests. Ça veut dire quoi? Vous m'insultez aujourd'hui. Si ce n'est pas avéré que c'est vrai, je vous attaque et je vous poursuis. Donc, tant que l'État ne va pas sévir, ces discours haineux vont continuer. Vous avez vu aujourd'hui, tout à l'heure, vous avez parlé de ce faux contest Sadina, Tontina. Et qu'est-ce que je vais dire à plus bas? Je vais dire, et les hybridas, vous allez les mettre où? Vous allez les mettre où? Oui, vous allez les mettre où? Parce que quand on dit Sadina, ça, automatiquement, ça donne déjà, excusez, ça donne déjà vers la culture ekambeti. Hein? Tontina, ça va déjà vers la culture des graphies. Parce que nous allons mettre même les anglophones où? Nous allons mettre le septentrion où? Vous voyez, et vous voyez déjà que avant qu'il existe un mariage entre un enfant du Grand Nord et un enfant du Sud, c'était compliqué. Mais aujourd'hui, nous voyons avec le nouveau Lamido de Garoua, qui est d'une mère bassa et d'un père nordiste, vous voyez déjà que c'est existant. C'est existant. Et tant que l'État ne prendra pas ses responsabilités en sévissant, en punissant, ça n'existe pas. Il y a une police cyberline, il y a des polices. Oui, hein? Il faut, ça veut dire quoi? On doit déjà trier. On doit y trier. Et vous avez noté tout à l'heure que chaque fois que le président sort, il faut qu'on l'attaque à l'étranger. Mais c'est leur jeu. C'est leur jeu. Ils veulent à tout prix déstabiliser le pays. Nous avons vu, quand au décès du président Idriss Déby, j'ai eu peur pour moi-même concernant le Cameroun parce que nous nous retrouvons isolés. Nous nous retrouvons isolés en plein cas parce que tout ce qu'il faut, il faut le Cameroun à tout prix et à tous les prix, quitte à détruire l'identité camerounaise. Et si le Camerounais lui-même ne comprend pas que j'appartiens à une identité culturelle, le Camerounais va se retrouver là où il est en train de souhaiter partir. Il est en train de souhaiter partir, ça veut dire que les jeunes aujourd'hui, comme vous, M. Wade, qui venez demain, vous ne pourrez plus avoir un pays, un Cameroun, comme on dit, cher Patrick, qui nous appartient à nous. Donc que l'État prenne ses responsabilités, et essaye
de voir, nous voyons tout ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux ces derniers temps, depuis plus d'1 an, les enfants, la dépravation des mœurs, tout ce qui existe aujourd'hui. Plus nous envoyons nos enfants dans les réseaux sociaux pour étudier, c'est comme ça qu'ils en profitent pour prendre certaines mœurs. Donc, quel État essaie de saisir, qu'il y ait des sanctions, qu'il y ait qu'est-ce que je vais dire? Quel État essaye franchement d'essayer de tamiser tout ça, tout ça? Parce qu'il y a un serveur. Prendre ses responsabilités. Ses responsabilités. On appelle... le mot m'échappe. En fait, il faut juste sanctionner et essayer de tamiser et voir comment demain ou après-demain, vous les jeunes, vos enfants, nous puissions dormir, reposer en paix et savoir que nos pères qui nous ont laissé le Cameroun et que nous puissions aussi le laisser à nos enfants. D'accord. On va conclure l'émission. Un dernier mot peut-être. Oui. Je voudrais revenir sur... pour enrichir ce que madame a dit avec beaucoup de pertinence. Tout à l'heure, j'indiquais que pour détruire, on calomnie, on salit d'abord. Vous voyez comment avec un mot, on peut brûler le pays, la dictature, un dictateur, le mot dictateur. Je vous dis, si on ne fait pas un travail, madame rit, mais si on ne fait pas, je comprends le rire. À défaut de pleurer, il faut rire. Si vous ne déconstruisez pas le concept meurtrier, qui a pour fonction de salir et de tuer, on n'avance pas. Regardez-nous comme dictateur. Partout au Cameroun, en Afrique, c'est le mot le plus populaire, non? Chacun sort ça comme il veut. Mais dans la réalité, dans la science même politique, ce mot n'a aucune signification en Afrique. Est-ce que les gens le savent? Quand vous dites ça comme moi, vous êtes en danger de mort. Parce que comment quelqu'un peut dire qu'il n'y a pas la dictature en Afrique? Lisez la constitution du Cameroun, moi je l'ai là. Vous allez voir comment le mot dictateur n'a pas de sens. Rien que l'analyse simple de la constitution du Cameroun. Quand vous analysez les rapports de force entre l'étranger, les intérêts étrangers et les intérêts nationaux, vous demandez que mais ça sort d'où, dictateur? Mais on a détruit des pays en Afrique rien qu'avec ce mot. Kadhafi, c'était un dictateur. On a opposé le faisan libyen à la tripolitaine, on a opposé la Cyrénaïque, n'est-ce pas, à la tripolitaine, on a arrêté quelqu'un, et les gens les plus humains que le monde ait connus, Sarkozy et les autres, ils arrêtent quelqu'un, il les a arrêté, mais on le torture, on l'assassine. Ses enfants. Vous allez au Mali, on entretient la haine entre musulmans et chrétiens, ça divise le pays en deux. Vous allez en Centrafrique, la guerre civile a été alimentée par quoi? On a opposé les chrétiens et les musulmans, ils se sont haïs. Le pays a fait 50 ans de guerre civile. Vous prenez le Tchad, l'opposition nord-sud, on oppose les Toubous aux Agawa, les Agawa aux Gourane. On voit, et les mots, on se déteste. On assassine un président, le pays est dans l'insécurité. Alors on parle, parce qu'il faut le dire. Le Nigeria fait l'objet d'un projet américain. Il y a des vidéos, il y a des documents qui visent à faire éclater le Nigeria en plusieurs États. Et à la base, qu'est-ce qu'on dit? Que les gens du Sud détestent les gens du Nord musulmans et les gens du Nord musulmans détestent les chrétiens. À un niveau où il faut que le blanc arrive pour empêcher qu'ils se mangent. Parce que les Africains se mangent beaucoup, ce sont des cannibales. Donc il faut que le blanc arrive pour qu'ils se mangent. Donc, quand on parle de ce débat-là, ce n'est pas un débat en l'air. Les incidents sont concrets, directement, sur notre avenir. S'il y a une guerre civile ici, M. Wendel, les émissions sont terminées. C'est Zao qui a chanté ça. Il y a la guerre, il n'y a plus de paix. Le pays est bombé, il n'y a plus rien. Vous voyez, s'il y a la guerre, cette dame, je l'aurais rencontrée où? Cette belle dame, je l'aurais rencontrée où? S'il y a la guerre, je l'aurais rencontré le technicien de Camdis où? Vous voyez, ça a des incidences concrètes sur l'avenir du pays. Vivement, que l'État réprime. L'heure de faire les colloques est terminée. Il faut réprimer. Il faut que la police cybernétique entre en scène. On attrape les faux profils, on les condamne et on les inflige des amendes ou on les met en prison. Surtout qu'ils ont, excusez-moi, surtout qu'ils ont tous les moyens nécessaires pour réprimander. Ils ont tous les moyens nécessaires pour réprimer. Et il faut vraiment, il est temps que l'État agisse, faire comme un chef de classe. Chaque fois que votre nom est sur une liste, on vous punit, juste ça. Et nous allons aller dans la paix que nous souhaitons tous.
D'accord. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. On vous dit bon retour sur Douala, bon retour également dans votre localité. C'est quelle localité déjà Alors, du côté des Écas, on vous dit merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toutes les populations des Écas qui nous ont suivis ce matin dans le cadre de la diffusion en direct, en live, également sur nos plateformes, sur Internet, YouTube et Facebook, également sur les 3 satellites sur lesquels nous sommes présents, Amos, Eutelsat, Measat et très bientôt sur le bouquet Canal Plus au numéro 311. On vous dit merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous de l'information, ce sera aujourd'hui quand il sera 20h. C'est Claude Maillot qui vous donnera le rendez-vous de l'information avec toute l'équipe de la rédaction centrale. Désiré Trésor Mbouné sera des vôtres demain quand il sera 20h pour le grand format décalé d'une autre façon de l'actualité telle que traitée sur la chaîne républicaine, la chaîne des 10 régions, Candice Télévision. Bien le bonsoir.